Réveillez-vous! Turn to page 394. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui nous allons reprendre notre rétrospective Die Hard. Nous avons déjà abordé Die Hard 1 et Die Hard 2 dans deux vidéos que je vous invite à visionner ici si vous ne les aviez pas vues. Et si c'est déjà le cas, vous êtes prêts pour vous embarquer avec moi en 1995, date de sortie de ce Die Hard 3, With a Vengeance, ou Une journée en enfer en version française, un film à nouveau réalisé par John McTiernan et mettant en scène Bruce Willis dans le rôle titre bien évidemment, ainsi que Samuel Jackson et Jeremy Irons. Production, anecdotes de tournage et critiques personnelles seront au programme de cette vidéo qui devrait durer un petit quart d'heure. Alors si le programme vous convient, on y va, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et de mettre un petit commentaire pour que YouTube mette la vidéo en avant. Je vous en remercie d'avance. C'est parti pour Die Hard 3. Après Die Hard 2, sorti en 1990 et produit dans la foulée de Piège de cristal, Bruce Willis souhaite prendre le temps avant d'en faire un troisième, l'acteur étant très sollicité tant en termes de doublage ou en tournant dans d'autres films tels que Piège en eau trouble ou encore le légendaire Pulp Fiction. L'acteur rejette par ailleurs deux scénarios qu'il juge indignes de ce qu'il imagine pour la suite de Die Hard 2. Le premier, écrit par James Hagen, est titré Troubleshooter, voyant John McClane en croisière aux Caraïbes avec sa famille, aux prises avec de nouveaux terroristes, mais l'idée est vite abandonnée quand Piège en haute mer avec Steven Seagal entre en production en 1992. Le scénario sera d'ailleurs repris plus à la lettre dans le film Speed 2, Cap sur le danger pour notre plus grand malheur. Un jour nous en parlerons. Le second script, écrit par Doug Richardson, scénariste du précédent volet, et John Fasano avait pour toile de fond la prise de contrôle du métro de Los Angeles. Et Bruce Willis s'y opposa, jugeant que l'action était trop proche de celle du film précédent, 58 minutes pour vivre, voulant un lieu plus vaste pour l'action principale. Car passer d'une prise d'otage dans un aéroport avec des avions au-dessus de Washington à un simple métro, la volonté est plutôt de faire que la prise d'otage dans le métro ne soit qu'une partie de ce Die Hard 3, qui se veut dès à présent démesuré. Explosion! Stop all that goddamn yelling, I know what I'm doing. Not even God knows what you're doing. There's a guy out there setting off bombs. He calls himself Simon. For some reason, he's very angry with me. This gentleman, as they say, is where the plot thickens. Bad idea. You don't like me because I'm white. I don't like you because you're gonna get me killed. Car Speed est passé par là, et Die Hard doit en tenir compte, c'est-à-dire faire mieux que Die Hard 1 et Die Hard 2, mais aussi faire mieux que ceux qui les imitent. C'est alors qu'un autre script qui allait être utilisé pour le film L'Arme Fatale 3, nommé Simon Says, écrit par Jonathan Hensleigh, va intéresser Bruce Willis. Le script sera alors réadapté pour Die Hard, le personnage qui sera plus tard Zeus est alors un personnage féminin, mais dans l'ensemble, la première heure est quasiment mot pour mot ce qui était écrit à l'origine. Une journée en enfer est née, premier film de la saga basé non pas sur un roman, mais sur un script original. En ce qui concerne le poste de réalisateur, il est proposé dans un premier temps à Danny Cannon, mais il préfère se consacrer à Judge Dredd. Il a choisi bien mal. John McTiernan, réalisateur du premier film, revient finalement pour ce troisième volet, en refusant de mettre en scène Batman Forever pour faire ce film. Tu as choisi judicieusement. Au niveau du casting, c'est Sean Connery qui est pressenti pour interpréter le rôle de Simon, mais il déclinera la proposition, jugeant le personnage et le film trop violent à son goût. David Thewlis, futur interprète du professeur Lupin dans Harry Potter, sera également envisagé, mais le rôle ira finalement à Jeremy Irons, le légendaire commentateur de l'attraction Studio Tram Tour de Disneyland.
Bienvenue au Walt Disney Studios. Nous sommes très heureux de vous accueillir à bord du Studio Tram Tour Behind the Magic, le train qui vous conduit dans les coulisses du cinéma. Indeed, it's our pleasure to be your guides on the Behind the Magic Studio Tour. Entre bien d'autres choses. Enfin, concernant le rôle de Zeus, Laurence Fishburne, le futur Morpheus de Matrix, est envisagé en premier, mais c'est Bruce Willis qui va suggérer Samuel Jackson, qu'il a rencontré sur le tournage de Pulp Fiction l'année précédente. Après un tournage très physique pour Bruce Willis, qui venait d'avoir 40 ans, le film s'entre dans un contexte bien particulier. Celui de l'attentat d'Oklahoma City survenu en avril 95, avec la mort de 168 personnes et plus de 680 blessés, et par conséquent, le film n'est pas un immense succès sur le sol américain, appelle 100 millions de dollars pour 90 millions de budget, soit 17 millions de moins que le second volet. Cependant, le film reste un succès grâce à l'international, il est le meilleur film de l'année 95 dans le monde en termes de recettes. La sortie française est également menacée, avec une vague d'attentats sanglants à Paris en été 95, ce qui n'a pas empêché, contrairement aux États-Unis, au film de bien fonctionner en France, avec 3,5 millions de spectateurs qui se seront déplacés, soit 3 fois plus que Die Hard 1 et Die Hard 2 réunis. Et c'est un beau succès au final pour l'un des chapitres les plus appréciés de la franchise. Avant de vous donner mon avis sur ce film, place à quelques anecdotes de tournage. La scène de l'explosion du métro a demandé la construction d'une véritable station de métro en studio, avec un quai de 90 mètres constitué, et d'un vrai métro pouvant dérailler à la demande en toute sécurité pour les besoins du film. Il en est de même pour la scène de l'explosion du début de film, véritable explosion avec de vrais cascadeurs, ayant longuement été répétée afin d'anticiper les mouvements des voitures projetées, ou la direction prise par les morceaux de verre brisés sur les cascadeurs, une véritable prouesse à une époque où on ne faisait décidément pas semblant sur les tournages. L'acteur Anthony Peck, qui tient ici le rôle de Ricky Walsh, était déjà présent dans le premier volet Piège de cristal où il incarnait un policier. On le voit notamment aux côtés d'Al Powell et de Dwayne Robinson pendant les négociations. Il joue ici un rôle d'un autre policier, voire peut-être le même, mais rappelons que dans Piège de cristal, il incarnait un policier à Los Angeles. Or ici, il incarne un policier de New York, ce qui est donc peu probable. Durant le tournage de la scène dans Harlem, le panneau sandwich que porte Bruce Willis vers le début du film était vierge. Cette décision avait été prise par la production afin de n'offenser personne, de ne pas rencontrer d'obstacles lors de sa diffusion télévisée. Puis une inscription a finalement été inscrite, I hate everybody, je hais tout le monde. Cette première inscription a servi durant la version initiale du tournage, et finalement en post-production, l'inscription a été transformée en I hate niggers. Cette dernière inscription a été définitive puisque c'est celle qui est visible dans la version finale du film. Après avoir finalisé le script, Jonathan Hanslug est longuement interrogé par le FBI, inquiet des précisions présentes dans le scénario concernant la vulnérabilité de la réserve fédérale d'or des États-Unis, la proximité du métro ou l'utilisation de l'aqueduc par les camions, toutes bien trop véridiques à leur goût. Le film dispose d'une fin alternative, disponible sur YouTube ou dans les bonus du DVD ou du Blu-ray, qui montre un John McClane revanchard, ce qui ne lui ressemble pas, retrouvant la trace de Simmons pour se venger de lui faisant subir à son tour une série de devinettes, sous peine de devoir actionner l'arme dont il ne connaît pas le sens, ni d'où sortira la balle, une sorte de roulette russe en plus sophistiquée. Cette fin est véritablement géniale, même si, quelque part, ce n'est pas John McClane, ou en tout cas ça aurait initié quelque chose de plus sombre, car John McClane fait toujours son métier de son mieux, ne tue que s'il y est obligé ou pour sauver ceux qu'il aime. Là, dans cette scène alternative finale, il fait sa vendetta personnelle. Auriez-vous préféré cette fin à la fin classique, à laquelle je trouve qu'il manque réellement un truc? À vous de me le dire en commentaire. Ce sera tout pour les anecdotes. Place à l'analyse et à la critique de ce Die Hard 3, une journée en enfer. C'est parti. Die Hard 3 est le premier Die Hard que j'ai vu à l'époque à la télévision. Je me souviens que ma sœur regardait le film dans les années 90 à la télévision, et je tombe pile sur la scène où McClane se retourne avec la pancarte sandwich sur sa poitrine avec écrit « Je hais les nègres ». Ça m'a impressionné, je voulais savoir ce qui allait se passer, et tout s'enchaîne d'une telle manière que je n'ai pas décollé de la télé, bien que j'avais école le lendemain. J'ai su par la suite que c'était le troisième, et que par conséquent j'en avais deux autres à regarder, que ma famille possédait en VHS, du coup je les ai toutes regardées le lendemain, au retour de l'école. En ce qui me concerne, j'aime autant Die Hard 3 que Die Hard 1. Ils sont à parfaite égalité, 50-50. Pourtant, bien que réalisé par McTiernan, comme dans le premier, il est pourtant très différent du premier film. Alors qu'est-ce qui en fait un film au moins aussi bon que son modèle? Déjà, il casse les règles.
John McClane n'est plus là par hasard, je l'ai dit dans la vidéo sur Die Hard 2, mais le « comment ça peut m'arriver 2 fois » ne fonctionnera plus jamais. Le numéro 3 est là pour proposer autre chose, on l'a vu dans plusieurs exemples, Retour vers le futur 3, Les Dents de la Mer 3, et j'en passe. Et ici, John McClane sera un pion utilisé par le méchant, volontairement, car comme le veut la tradition Die Hard, on travaille ici sur une plus grande échelle, toute une ville, et pas la plus petite, New York. Et le seul moyen de ne pas s'éparpiller dans un scénario déséquilibré qui se passerait sur trop de lieux à la fois, comme dans Die Hard 4, on en parlera la prochaine fois, c'est ce jeu du Simon Says, ou Jacadi en français, qui justifie pourquoi on se déplace d'un point A à un point F, en passant par le B, par le C, par le D, etc. Mais en plus, c'est passionnant à suivre, car on veut non seulement voir les prochaines épreuves de John McClane, mais on veut également comprendre ce que Simon a prévu ensuite et pourquoi il fait tout ça. On adore voir ce McClane réagir à ses épreuves avec sa gueule de bois les unes après les autres, et le deuxième point clé du film, selon moi, est que John McClane propose son premier duo, et quel duo! J'adore les rencontres improbables au cinéma, 2 personnages qui ne se seraient jamais rencontrés ou même parlé dans une journée ordinaire, et la rencontre entre ce flic aidé par ce personnage, Zeus, qui ne souhaite qu'une chose, éviter d'ameuter tous les flics dans Harlem, car très communautariste, ça marche super bien. Car ces scènes de début justifient le fait qu'il va continuer à suivre McClane, au-delà du fait que Simons le demande, car c'est bel et bien le fait que McClane mente à Zeus délibérément en disant qu'une bombe exploserait dans Harlem, s'il ne l'aidait pas, qui rend ce duo crédible. Et la vision qu'a Zeus de ce flic rebelle, impétueux, ça l'amuse fortement, et on le voit dans la scène du téléphone avec Simon. McClane est aussi amusé par Zeus qui ne se laisse pas impressionner, car cette scène au commissariat du début de film est super importante pour qu'on cimente la relation entre les deux. Sans compter ce racisme affiché dont Zeus se plaint tout le temps, et qui se rend compte au fur et à mesure du film que la couleur de peau, c'est son obsession à lui, et pas à celle de McClane, et qu'à force de dénoncer un racisme anti-noir ou anti-tout, il en devient un peu raciste lui-même. Bref, ce n'est pas inintéressant comme analyse, surtout pour l'époque, et encore plus de nos jours. Car ce qui fait la qualité des 3 premiers Die Hard, voire des 4 premiers films, désolé si ça déplairait aux puristes, c'est qu'on a de la qualité humaine dans ces films. John McClane, c'est un homme normal, avec ses défauts, à qui il arrive de gros problèmes. Mais c'est aussi un bon gars, il sympathise presque toujours avec d'autres, Powell dans le 1, Zeus ici, Matthew Farrell dans le 4, et c'est hyper important dans Die Hard, cet équilibre entre scènes d'action très prenantes, mais pas démesurées, où on se dirait à chaque fois « j'aurais fait ça moi aussi », où il n'avait plus que ça à faire donc je comprends pourquoi il saute du toit par exemple, l'équilibre entre les morceaux de bravoure et les moments humains font le succès des meilleurs Die Hard. Si ce Die Hard 3 est aussi bon que le 1, c'est pas seulement parce qu'on associe les deux méchants, ou que McClane a encore des cheveux pour la dernière fois, même si je suis sûr que ça joue un peu, mais c'est parce que le cocktail est préservé, mais que la formule s'adapte à la ville. Toutes les scènes y sont cultes, le taxi dans Central Park, le métro qui explose, la scène des galions d'eau qu'on a tous fait et refait chez nous, et qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre pour de vrai. You did it, McClane. Put it on the film, get it down there. La scène dans Fort Knox, la poursuite en camion dans l'aqueduc, tout est parfait. Comme tout était parfait dans le 1, mais le 1 était l'exact contraire. De l'action contenue dans un huis clos, ici on ressent encore le côté contenu, mais à l'échelle d'une ville. Du coup, huis clos contre open world en mode GTA, on a le parfait complément de l'un à l'autre. C'est ce qui fait que Die Hard 1 et Die Hard 3 sont, à mon sens, parfaitement excellents, chacun d'entre eux, et qu'il n'y a pas à choisir entre les deux, en tout cas pas pour moi. Et vous, en avez-vous préféré un? N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de mettre un commentaire ne serait-ce que pour faire un coucou, et pour ceux qui ont envie de soutenir financièrement ma chaîne, il y a un lien Tipeee dans la description de la vidéo, vous pouvez également contribuer si vous le voulez, parce qu'évidemment il n'y a rien d'obligatoire, directement à partir de YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, cochez la cloche de notification, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.